pression les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Eh bien, on vivra un très bon moment de nostalgie à travers une très belle interprétation qu'on découvrira ensemble tout à l'heure. Mais sans plus tarder, on vous dit bonjour, chers amis téléspectateurs. En ce 25 mars 2021, eh bien, on va vous accompagner jusqu'à 10 heures. Eh bien, la météo est très favorable pour des sorties en mer ou bien sûr à la forêt. Et comme d'accoutumé, on commence par la rubrique droit où il sera question de parler de la succession d'un parent résidant à l'étranger. Eh bien oui, on en saura beaucoup de choses et on va découvrir des lois. Et bien sûr, on ira avec notre médecin nutritionniste, docteur Bouklia Hassan Jamel. Alors, il sera question de parler de l'alimentation et la Covid-19. On aura aussi avec nous Menel Benchouk avec son invité Samira Mouet. C'est une artiste plasticienne, vous allez la découvrir avec nous et croyez-moi que c'est une merveille. Alors aussi, Soumia Mansouri, créatrice de mode avec Allou Rahou. Alors elle est présidente de l'association des femmes rurales et vous allez découvrir pourquoi elle est venue. Et bien sûr, on finira puisqu'on commence en beauté, on finira en beauté avec la troupe Mouja qui nous vient tout juste de la wilaya de Temouchent. Et bien sans plus tarder, on vous propose dans la chanson de Flashback, la troupe de Marouf Srer. On se retrouve juste après.
Eh bien, Coral Peinture, c'est notre sponsor officiel de Bonjour d'Algérie. Sans plus tarder, notre conseillère juridique, Maître Saber Djemila, il sera question de parler de la succession d'un parent résidant à l'étranger. Bonjour. Bonjour. Ben, c'est un plaisir. Partagez toujours. Ça va? Ben, la dernière fois, vous n'étiez pas parmi nous. Hein? Ah oui, mais c'est pas grave. On rattrape le coup aujourd'hui. Très bien. Alors, quel est le mécanisme juridique d'héritage, de succession d'Algériens vivant à l'étranger? Très bien. Donc, pour récapituler un petit peu, donc quand on parle de succession, donc juste une information pour la confirmer aussi pour nos chers téléspectateurs. Donc, qui a droit à la succession? C'est les héritiers. Donc, comme on l'avait expliqué la dernière fois, par filiation, par son ou qui ont la qualité de conjoint. Voilà. Donc, soit l'épouse, l'époux, les enfants, tout à fait. Les ascendants directs, les descendants et les collatéraux. Et les collatéraux. Donc, on avait parlé, c'est-à-dire dès qu'il y a décès du successeur, donc qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un acte de succession qui doit être établi chez le notaire, donc qu'on appelle El Farida en matière de charia. Donc, on avait expliqué que la succession, elle est inspirée et impérative de la charia. Voilà, donc il y a des quotes-parts bien précises. Et donc, juste après l'acte de Farida, il y a un deuxième acte qui doit être établi, ce qu'on appelle l'acte du transfert du patrimoine du décédé aux héritiers. Voilà. Donc, on avait parlé comment ça se passait en Algérie, quand l'héritier meurt, décède en Algérie. Actuellement, on a des Algériens de nationalité algérienne et de confession musulmane qui décèdent à l'étranger. Effectivement. Voilà. Alors, comment ça se passe? Donc, automatiquement... Mais qui résident à l'étranger. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, il faut mentionner qu'ils sont résidents à l'étranger. Tout à fait. Donc, comment ça se passe? Donc, cet Algérien, d'abord, il doit être la première condition, sine qua non, il doit être immatriculé. Ah oui, il faudrait qu'il ait il est recensé au niveau de nos numéro consulats. d'immatriculation au niveau du consulat. Voilà. Donc, on l'avait expliqué la dernière fois. Effectivement. Voilà, la nécessité de l'immatriculation. Donc, il doit être immatriculé. Une fois qu'il est décédé, donc automatiquement, son décès est transcrit dans l'un des registres d'un des consulats de la circonscription compétente. Alors, et qu'en est-il pour les personnes qui sont résidents à l'étranger et qui ne sont pas immatriculées? C'est délicat, oui. C'est très difficile. C'est-à-dire, s'il n'est pas immatriculé, c'est qu'il est en situation irrégulière. Voilà. Donc, et automatiquement, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est une autre procédure, c'est difficile. Parce que l'immatriculation, elle est importante. Parce qu'une fois qu'il est immatriculé, donc il est enregistré sur les registres du consulat général ou du consulat qui est territorialement compétent de la circonscription où réside cette personne. Et automatiquement, ce qu'on avait dit la dernière fois, dans chaque consulat, c'est-à-dire au consulat général, il y a un registre qui est de l'état civil qui porte les naissances, les mariages et les décès. Voilà. Et une copie de ce registre, elle est déposée au niveau du ministère des Affaires étrangères à Alger. Voilà. Donc, voilà. Donc il faut c'est-à-dire, on arrive à suivre, on a la trace de ces personnes, des expatriés algériens à l'étranger. Très bien. Alors, quand il s'agit de décès et de succession, donc automatiquement, il y a un acte de décès, donc le consulat est averti. Et donc, pour l'acte de Farida, donc là, on a deux... Là, c'est très important. Voilà. Et ça va intéresser tous nos chers amis téléspectateurs qui nous posent tout le temps cette question. Tout à fait. Donc, on a deux probabilités. Donc, c'est-à-dire, on établit l'acte de la Farida ou l'acte de la succession ou dans le lieu de résidence où la personne est décédée ou dans la ville, le lieu où la personne a été inhumée. Ah, voilà. Et parce que généralement, les Algériens sont transférés, dans leur pays d'origine. Tout à fait. Donc, ils veulent être inhumés dans leur village natal ou là. Donc, alors, généralement, ils la fassent ici, en Algérie, donc chez un notaire algérien. Une fois que cet acte de succession est fait, établi plutôt chez un notaire en Algérie, donc l'acte doit être traduit en français. Et ils doivent désigner une personne, s'il n'y a personne qui réside avec lui, donc une personne qui réside en Algérie, donc qui est mandatée par le reste des héritiers. Et donc, une fois qu'il fasse l'acte, il doit traduire cet acte, et c'est-à-dire faire une demande de visa avec l'aide du consulat algérien.
Voilà, donc c'est-à-dire, il se déplace au pays où cette personne est décédée, et là, il va sur place avec l'accord, donc avec les services, en collaboration avec les services consulaires algériens. Donc, il va faire d'abord un inventaire de tout, c'est-à-dire de cette personne décédée, ce qu'elle avait, un inventaire complet. Et cet inventaire doit être légalisé par le consulat. Alors, attendez, je vous arrête un petit peu, parce que là, il y a des questions qui me viennent comme ça. Donc, vous avez dit pour la farida, donc c'est ici, ils la font ici. Généralement. Généralement, d'accord. Alors, et qu'en est-il pour les personnes décédées à l'étranger, dont les enfants, ce sont des Algériens, mais qui sont nés à l'étranger? Donc, comment font-ils cette farida? Ah ben, ils la font, ils établissent. Là-bas, oui, chez un notaire. On va dire à l'étranger, de toute façon, c'est plein de pays, on va dire. Il n'y a pas uniquement un pays bien spécifique. Tout à fait. Donc, d'accord, c'est au niveau du consulat? Oui. Très bien. Non, pas au niveau, chez un notaire, c'est-à-dire dans le pays où cette personne est décédée. Voilà. Ah, d'accord, très bien. Donc, les notaires étrangers, ils connaissent? Si, bien sûr. Très bien, d'accord. Moi, je voulais savoir. Mais généralement, les cas, c'est pratiquement à plus de 90%, la farida, elle est établie plutôt dans le pays où le corps a été inhumé, c'est-à-dire en Algérie. En Algérie. Voilà. Ah, d'accord, très bien. Donc, et cette farida, elle est traduite en français parce que la personne, un des membres qui est mandaté, un des membres de la famille, des héritiers, c'est-à-dire, on arrive toujours à mandater une personne. Ah, d'accord. Cette personne, pour qu'elle puisse se déplacer à l'étranger. La farida doit être automatiquement, c'est-à-dire doit être traduite dans la langue où la personne est décédée, qu'elle soit en français ou en anglais. Ah, d'accord. Voilà. Ou si c'est un pays arabe, donc elle reste en arabe. Ou l'Allemagne, par exemple, en allemand. C'est-à-dire, voilà. Donc, de toute façon, on a des traducteurs agréés par l'État. Tout à fait, tout à fait. Donc, une fois qu'il arrive là-bas, donc il doit rentrer en contact avec les services consulaires. Donc, et automatiquement, ils enregistrent le décès de cette personne. Et la première des choses, il doit faire un inventaire de ce que cette personne décédée, ce qu'elle a laissé. Et cet inventaire doit être légalisé par les services consulaires. Très bien. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après, il y a le transfert de ces biens, du bien de cette personne qui est décédée vers l'Algérie. Ah, d'accord. Là, c'est une autre... Ça, c'est un autre... Exactement. Mais il y a Et comment se fait le transfert? Alors, comment se fait le transfert? D'abord, l'inventaire, il est très important, qui doit être légalisé par les services consulaires. Très bien. Donc, parce que le transfert, quand on transfère les biens de la personne et tout ça, vous savez qu'en matière de commerce international et de change, et en matière de déclaration douanière, il y a des taxes à payer. Justement. Voilà, il y a beaucoup. Alors, quand il s'agit de succession, ils sont exonérés. Ah, d'accord. Voilà. Mais ils doivent passer par les services consulaires, parce qu'avec des preuves, ils doivent fournir un dossier. Et c'est l'article 213 des codes des douanes. 213 des codes des douanes qui exonère de toute taxe et toute taxe de commerce international, de change, taxe douanière et tout, le transfert des successions vers l'Algérie. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Alors, et comment se fait justement l'héritage à l'étranger? C'est-à-dire l'héritage, c'est-à-dire quand la personne reste, quand les enfants ils sont là-bas, comment se fait le partage, on va dire? Donc, s'ils sont musulmans, donc, parce que généralement, on dit qu'un homme, c'est-à-dire si la personne est musulmane et ses enfants sont non musulmans, n'ont pas droit à l'héritage. Parce que l'héritage va vers les musulmans. S'ils sont musulmans, ils ont des quotes. Alors s'ils ne sont pas musulmans, ils n'héritent pas. Ils n'héritent pas. Non. Et s'ils sont impliqués dans, par exemple, un homicide qui touche la personne décédée aussi, donc ils n'héritent pas, voilà, et donc ils sont exclus de l'héritage. Et l'héritage, où il part après? Ah bah vers les membres restants de sa famille. Ah, d'accord, très bien. Donc, mais si une personne a attenté plutôt à la vie de la personne décédée, elle est exclue automatiquement de l'héritage. Donc, s'il y a homicide volontaire, s'il y a autre chose, donc les non-musulmans n'héritent pas, donc n'ont pas droit. Mais s'ils sont musulmans, ils ont leur quote-part sur l'acte de farida, l'acte de la succession, automatiquement, ils l'auront sur place sans qu'il y ait de transfert. Voilà. Très bien. Alors, et comment se fait justement la déclaration de succession d'une personne décédée dans un pays étranger? Voilà. Donc, ils saisissent les services consulaires.
Toujours en collaboration. Toujours en collaboration avec le toujours. consulat. Donc, ils ramènent quelqu'un, un huissier de justice ou autre. Donc, ils font l'inventaire aussi. Donc, c'est sur la base de ça qu'ils font la déclaration, c'est-à-dire de la succession. Et elle doit être automatiquement et impérativement légalisée par les services consulaires. Voilà. C'est incontestable. Ah oui, il faut. Donc ça veut dire qu'il faut impérativement le numéro d'immatriculation. Donc on revient toujours au numéro. Mais c'est très important le numéro d'immatriculation. Parce que pourquoi les services consulaires peuvent suivre, c'est-à-dire à la trace, leurs ressortissants. Les Algériens, c'est-à-dire pour quelle que soit la raison, que ce soit pour décès, pour arrestation, pour agression, pour naissance, c'est-à-dire là, ils doivent les suivre à la trace. Très bien. Alors il y a aussi un autre cas. Oui. Par exemple, il y a on va dire un Algérien qui habite à l'étranger, qui a gardé sa nationalité algérienne, des enfants algériens qui sont nés à l'étranger justement et qui a des biens en Algérie. Alors, comment se fait justement la succession? C'est simple. Donc, ils rentrent en Algérie. Donc, ils sont dans l'obligation d'établir cette farida, cet acte de succession. Ils se partagent les biens. Donc, il y a des quotes-parts. Hein. Donc, selon les quotes-parts c'est-à-dire, l'acte de farida, il est explicite. Il y a les quotes-parts de chaque membre de la famille. Le notaire, il est spécialiste en ça. Donc, il sait chacun de ses membres, qu'est-ce qu'il va prendre. Donc, sur la base de ça, donc, il se partage l'héritage. Donc, il y a deux cas. Où il se partage à l'amiable. Eh oui. Voilà. Soit recours à la justice. À la justice, et là, c'est le parcours du combattant. C'est la guerre totale. Et des fois, ça finit par une vente aux enchères. Ils arrivent à avoir dessous pour un bien qui coûte, je ne sais pas, des milliards. Et tout. Donc, il vaut mieux se mettre d'accord dès le départ. C'est mieux. Donc, ils prennent leur part, ils les transfèrent, ils transfèrent leur argent. Donc, et ils ne seront pas imposés aussi. Hein. Donc, l'argent, quand il s'agit de succession, il n'y a pas. Il y a seulement des droits d'enregistrement qui doivent régler au niveau de la direction des impôts, service enregistrement. Ah, très bien. Parce qu'il faut toujours déclarer la succession au niveau des impôts. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ah, d'accord. Ah oui, une procédure. Voilà. Donc, une fois que l'acte de la succession, la farida est établi, il faut déclarer aux impôts au service d'enregistrement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ailleurs, le jeudi prochain, ça va être le 1er avril. Inch'Allah. Un bon poisson d'avril. J'espère qu'on n'aura pas des histoires. Exactement. Voilà, qu'on n'ait pas beaucoup d'histoires. Oui. Très bien. Alors, est-ce que vous aimez les fraises? C'est sûr. Moi, j'en raffole. Alors, moi, je suis crème chantilly, c'est. Ah non, moi, je les aime bien nature. Voilà. Nature. Alors, je vous propose, chers amis téléspectateurs, de suivre ce sujet sur les bienfaits de la fraise. Et en plus de ça, c'est de saison. Hein. Alors, et on se retrouve juste après avec notre médecin nutritionniste. Dès la plus haute antiquité, elle pousse à l'état sauvage en Amérique, en Asie, ainsi qu'en Europe occidentale. Les Romains en faisaient des masques de beauté. La fraise, Fragaria vesca, doit son nom à son parfum exquis, sa fragrance. Mais quand peut-on planter les fraisiers? L'idéal est de planter les fraisiers remontant en avril et les non remontant en octobre. Mais on peut planter les deux catégories aux deux saisons. Par contre, il faut préparer le terrain un bon mois avant la plantation. Mais quels sont les bienfaits de la fraise? Eh bien, la fraise est un fruit gourmand qui possède de nombreux bienfaits, dont les caractéristiques qui sont peu caloriques, riche en fibres, riche en vitamine C, source d'antioxydants et stimule surtout le système immunitaire. La fraise est peu calorique. On y trouve 38,6 calories par 100 grammes. Riche en eau, donc désaltérante, déshydratante, elle est une excellente source de vitamine C et de vitamine B9. Riche aussi en vitamine K1, B1, B2, B3, vitamine B5, B6, contient aussi du potassium, sodium, zinc, phosphore, magnésium, fer, vitamine E, chlorure, fibres alimentaires, lipides et protéines. Mais comment choisir ces fraises?
Eh bien, une fraise ramassée avant maturité ne mûrira jamais. Eh oui, c'est bien exact. Alors, premier critère de choix, des fraises mûres à point. Et c'est tout. Le deuxième critère, c'est la fraîcheur. Les fraises doivent être mangées au maximum 3 à 4 jours après la cueillette. La fraise peut se congeler dans un sac de congélation. Elle se conserve 2 à 3 jours dans le bac du réfrigérateur. Mais attention, ne doivent pas être servies froides. Et la meilleure méthode de conservation à long terme est la confiture qui respecte le goût naturel du fruit. À refaire. Elle se conserve 2 à 3 jours dans le bac du réfrigérateur. Mais attention, ne doivent pas être servies froides. Et la meilleure méthode de conservation à long terme est la confiture qui respecte le goût naturel du fruit. Le troisième critère est la variété. Mais quelles sont les variétés de la fraise? Alors, on y trouve plusieurs variétés. La gariguette, disponible en mars. La sifflorette, présente jusqu'en juillet, c'est la plus sucrée. La charlotte, disponible jusqu'en octobre. La cléry brillante, d'un beau rouge carmin, assez grosse. La darselect. Son parfum de pêche peut être très agréable, mais il dépend surtout des conditions climatiques. La fraise blanche aussi. Eh oui, il y a des fraises qui sont blanches. Mais comment préparer les fraises? Eh bien, elles savent s'adapter à toutes vos envies. Nature, au sucre, avec du fromage blanc ou des feuilles de menthe. Façon melba, avec une boule de glace et des amandes effilées. En célèbre tarte, en mousse, en tiramisu, en sorbet, en coulis. Vous pouvez également les savourer en version salée. Lavez les fraises avant de les équeuter et de les couper. Elles garderont ainsi toute leur saveur et leurs vitamines. La fraise, c'est bien fait. Moi, j'en raffole de toutes les façons. Alors, nous avons avec nous notre médecin nutritionniste, Monsieur Djamel Bouklia Hassan. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a accueilli avec la fraise. Ah oui. Alors, vous m'aviez justement donné une très bonne information, là, maintenant. D'ailleurs, moi, je faisais on va dire, cette petite bêtise de laver la fraise. Vous m'aviez dit il ne faut pas laver la fraise. En principe, mais il faudrait que les conditions de culture soient adaptées à ce qu'on puisse manger les fraises sans les laver. Ah d'accord. C'est-à-dire que les agriculteurs devraient étendre un film plastique pour éviter que la fraise soit en contact de la terre. Mais on dit que cette méthode justement, docteur, que si on met un film plastique sur la terre, on risque d'étouffer la terre. On l'empêche de respirer. Vous savez, il y a des films plastiques très aérés, très adaptés à tout ça. Donc, les films plastiques ont beaucoup évolué. Oui, voilà. Alors aujourd'hui, docteur Bouklia Hassan, vous nous avez proposé un bon sujet d'ailleurs qui est très intéressant et qui intéresse pratiquement tous les Algériens. Toute la planète même. Exactement, toute la planète. Et qui concerne justement l'alimentation et la Covid-19. Voilà, oui, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, mais qui touche l'alimentation et l'alimentation saine. Mais l'alimentation saine devrait toucher les gens même en dehors de ces périodes de pandémie ou de maladies comme ça. Donc la personne doit manger sain tout le temps, même si elle n'est pas malade. Hein. Donc en dehors de l'infection, par exemple à la Covid, comme actuellement, les personnes, surtout les personnes fragiles, sensibles, les personnes cardiaques, diabétiques, hypertendues, les personnes avec des problèmes respiratoires. Des problèmes rénaux aussi. Voilà, doivent se faire encadrer par des médecins, des diététiciens pour avoir un régime qui doit être suivi tout le temps. Alors, docteur Bouklia Hassan, pas uniquement les personnes qui ont des pathologies, même des personnes qui veulent, on va dire, maigrir,
maigrir, qui veulent grossir, il faudrait qu'il ait quand même la présence d'esprit d'aller consulter justement un médecin nutritionniste parce qu'il va les aider dans cette démarche. Parce qu'on risque de faire des régimes. Alors, on risque aussi de donner un bon coup à nos carences. Donc, et on ne connaît pas effectivement, on va dire, on n'a pas une nutrition adaptée à notre, justement, adéquate à notre corps. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on leur conseille régulièrement d'aller voir des personnes spécialisées dans la nutrition. Et même en dehors, même si la personne n'a pas de surpoids, n'a pas d'excès de poids ou d'insuffisance de poids, ne serait-ce que pour apprendre à manger sainement. Pour apprendre à éviter, à faire les erreurs qu'on fait régulièrement avec l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'actuellement en alimentation, on a une offre illimitée, chose qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Maintenant, si on rentre dans un magasin, on veut acheter un biscuit, il y a 50 marques de biscuits, tous aussi différents les uns que les autres. Alors qu'il y a quelques années, on n'avait pas cette offre, cette abondance. Exactement, on avait un ou deux et hop, on choisit le bon et voilà. D'ailleurs, nos aïeuls, ils avaient quand même une alimentation assez saine puisqu'ils n'étaient pas vraiment sujets à des pathologies qu'on retrouve actuellement, telles que les cardiopathes, telles que les D'ailleurs, l'hypertension, tout le monde est hypertendu. Si on cherche le diabète, tout le monde est diabétique. Et là, je pense que c'est dû à la mauvaise alimentation et on a pris aussi les mauvaises habitudes. Il y a deux facteurs, effectivement. Bon, tout le monde est hypertendu, tout le monde est diabétique, plus ou moins, parce que l'environnement a une grande influence sur la génétique, donc l'épigénétique et la génétique. Effectivement, maintenant, on a pris de très mauvaises habitudes alimentaires. Il y a ça, comme on l'a dit tout à l'heure, à cause de l'abondance. Et deuxièmement, il faut dire qu'aussi les industriels et les agriculteurs ont transformé notre alimentation. Si on prend le blé, par exemple, on prend l'exemple du blé actuellement, qu'on consomme actuellement, n'a rien à voir avec le blé qu'on consommait il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans. Effectivement, vous avez suscité justement, vous m'aviez tendu une très belle perche, parce qu'on trouve même, mais actuellement, on achète le blé des supérettes en boîte. Donc certainement, il a été quand même travaillé, ce n'est pas du bio. Loin de là, le bio, donc pour le blé, c'est très difficile. Mais c'est surtout la variété. Avant, par exemple, le blé comportait environ 7 protéines. Donc je donne des chiffres comme ça. Actuellement, dans le blé, on retrouve jusqu'à 14, 15, 16 protéines. En plus. Et les protéines sont c'est des allergènes. C'est pour ça qu'on a beaucoup maintenant d'intolérance au gluten. Effectivement, il y a des personnes on va dire, qui développent des allergies qu'ils n'avaient pas avant. Voilà. Et donc, ils ont fait évoluer les variétés de blé pour que ce blé puisse être mieux travaillé pour obtenir des farines qui puissent technologiquement être mieux travaillées en industrie pour obtenir des biscuits plus élaborés, des gâteaux, etc., une alimentation beaucoup plus élaborée pour que ça puisse passer à travers les machines. Parce que tout a été automatisé. Si on prend le blé d'il y a 40 ans, on ne peut pas le faire, la farine issue de ce blé, on ne peut pas la faire passer dans les machines agroalimentaires actuellement pour la technologie. Effectivement. D'accord. Maintenant, on revient un petit peu à notre Covid. Donc, comme on disait, alors, on revient toujours à la prévention. Ces personnes doivent consulter et ces personnes devraient, en dehors de la pathologie, essayer de stimuler un petit peu le système immunitaire, le préserver. D'accord. Donc, les aliments qui vont favoriser les aliments avec des propriétés anti-inflammatoires, parce que le système immunitaire est là pour l'inflammation, etc. Il s'est affaibli. Voilà. Alors, ce que je leur propose pour augmenter les propriétés anti-inflammatoires de leur système immunitaire, c'est de consommer des choux, des oignons, du raisin, des agrumes. Alors, les choux rouges ou les choux... Tous les choux. Rouge, blanc, de Bruxelles. Ouais, mauve, même le brocoli, le brocoli est très très bon. Voilà, la betterave cuite au four, consommer des épices et des herbes, d'accord. Prenez du thé,
Du thé noir, vert, c'est toujours bon pour son système immunitaire, ses propriétés anti-inflammatoires, le curcuma. Favoriser le thé plutôt que le café. Ou alors on peut... Oui, plutôt le thé que combiner. le café, mais bon, aussi il y a les plaisirs gustatifs. Je suis très caféine, moi. Justement, j'ai eu peur. Et donc, toutes ces herbes, même la poudre de poivron rouge, etc., ça aide beaucoup le système immunitaire. Et par contre, il y a d'autres aliments qui sont là pour augmenter l'activité antimicrobienne du système, comme les yaourts, par exemple. Très bien. Donc c'est très bon. On parlait de l'ail aussi. Et pour booster l'immunité, des olives, des cornichons, ça serait très bon, tout ça. Ça c'est bon, hein, ce que voilà. vous nous dites là, hein, ça c'est très bon. Et encore, pour booster son système immunitaire, et ça c'est ce dont je parle maintenant, c'est ce qui est valable pour tout le monde, en dehors même de la maladie. Hein. Il faut avoir un bon sommeil. Hein. Très bien, donc régulier. Voilà, minimum 8 heures par jour en fonction de l'âge. Éviter le stress, éviter la colère, éviter l'angoisse. Tout le quotidien. Ça ne vaut pas la peine. Voilà. La vie est belle, donc on continue. Surtout maintenant avec l'arrivée du printemps, donc le climat favorise la bonne humeur. Pour pratiquer l'activité physique. Donc on conseille pour les adultes 30 minutes par jour. Pour la marche, beaucoup plus. Oui. D'ailleurs, c'est le moment on va dire, on a de très beaux jours, donc on peut organiser des sorties en famille. Pourquoi pas au milieu on va dire, en bord de mer, faire les 100 pas comme on le fait en été d'ailleurs. Donc on peut le faire, on va dire, en forêt. Pourquoi pas? On a la chance d'avoir un très beau pays. Effectivement. Donc on peut le faire en bord de mer, on peut aller faire des randonnées, il y a beaucoup de clubs de randonnée et c'est très très bon, c'est très conseillé, donc en forêt, donc partout. On peut marcher partout, hein. Maintenant même il y a des stades un peu partout et donc les gens peuvent aller. La pratique de l'activité physique a été vulgarisée, on peut le faire n'importe où, il suffit d'un peu de bonne volonté pour pratiquer un peu de sport. Hein. Très bien. D'accord. Et surtout aussi, donc, pour les enfants et les moins adultes, on leur préconise jusqu'à 1 heure d'activité physique par jour, hein, au quotidien. Ensuite, éviter l'automédication, c'est-à-dire éviter de prendre de vous-même des médicaments. Comme ça. Ouais, comme par exemple l'utilisation du ibuprofène. On ne cite pas de nom pharmaceutique. Et cette automédication, bon, c'est vraiment pas indiqué dans cette période. Voilà, dans cette période de la Covid. Hein. Par exemple, quand on voit qu'il y a des fièvres à 38, 39. À la limite, je dis bien à la limite, hein, donc il faut être prudent. C'est pas nécessaire de les faire baisser, c'est un mécanisme de défense de l'organisme. Ah d'accord. Hein, d'accord. Bon, pour les enfants, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de risque de convulsions, etc. Hein, d'accord. Donc prenez garde à ce que je dis. Voilà. Maintenant, c'est dans le cas où malheureusement, on a été infecté, et on est porteur du virus. Donc la première des choses, c'est de se mettre en auto-quarantaine. Déjà, c'est-à-dire bien sûr, de s'isoler pour protéger sa famille, protéger son environnement. Et quels sont les aliments justement pour les personnes atteintes de Covid? Voilà. Donc alors, c'est toujours une alimentation saine. Il faut manger vraiment bien sain, bien se reposer pour permettre à l'organisme de se mobiliser contre l'agent pathogène. Hein. Et là, on a disons 3 éléments qui sont importants, c'est la vitamine D, la vitamine C, sans oublier les autres vitamines, bien sûr, le zinc. Très bien. Alors, la vitamine D, c'est un remède qui est plutôt préventif et très prometteur contre les complications et contre la Covid elle-même. Hein. Pourquoi? Parce qu'au niveau immunitaire, elle a un rôle important pour activer les globules blancs, nos cellules sanguines qui produisent les lymphocytes. Les lymphocytes. Voilà, et ces lymphocytes, c'est les agents qui sont responsables de l'activité antimicrobienne, c'est-à-dire qu'ils vont se défendre contre, voilà, contre ce virus. Alors, où est-ce qu'on peut trouver la vitamine D? Alors, surtout dans manger des sardines grillées, des anchois crus. Qui est cher, hein, ces temps-ci. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, où est-ce qu'on pourrait éventuellement la trouver? En dehors de la sardine, bien sûr. C'est surtout dans les poissons, dans les fruits de mer. Hein. D'accord. Très bien. C'est souvent là.
Ah, sinon, on peut prendre la vitamine D pharmaceutique. Effectivement, disons, hein. Donc, voilà. en complément alimentaire, il n'y a que ça. Hein. Très bien. Avec la vitamine D, on rajoute la vitamine C. Donc c'est connu pour son activité antimicrobienne, antioxydante. D'ailleurs, on y trouve dans des fraises. D'ailleurs, c'est la saison des fraises. C'est la saison. Donc voilà. la fraise, les oranges, le pamplemousse, le citron. Voilà, on la trouve partout, même dans les choux, même dans les choux-fleurs. Effectivement. Voilà, même dans le chou rouge, dans le citron, comme vous l'avez dit, même dans le persil frais. Oui. Voilà, donc c'est un peu partout. Alors, à côté de ces deux vitamines qui sont très importantes, il y a un oligo-élément, c'est le zinc. C'est le zinc. C'est le zinc. Le zinc, certaines études ont montré qu'il avait une activité qui diminuait la faculté des virus à se multiplier. Effectivement. Tout en augmentant la capacité du système immunitaire à se défendre. Hein. Donc la réplication virale est diminuée. C'est des études. Hein. Alors le zinc, les aliments riches, c'est toujours les fruits de mer, le pain de seigle, la biscotte, le cacao, le steak haché. Là, on peut trouver du zinc. Sinon, on prend du zinc en complément alimentaire. Hein. Très bien. Voilà. Quel aliment on va privilégier quand on est malade maintenant? Oui. Voilà. Alors, les avocats. Oui. Sont riches en vitamines et surtout... Et ils sont très très bons pour le régime d'ailleurs. Oui, et ils sont riches en acides gras, comme on dit, monoinsaturés, donc c'est du bon gras. Effectivement. D'accord. Les légumes verts à feuilles, épinards, laitues, les choux. C'est la saison. Hein. Très bien. Donc on peut les trouver sur les étalages des marchés. Voilà, parce qu'ils protègent les cellules contre les inflammations. Très bien. Les fraises. Ben oui, le fruit de la saison. Voilà. Et le roi, on va dire, des fruits. Tout à fait. C'est la reine. Il faut abuser des fraises. Je conseille d'en manger. Sauf pour les personnes qui sont allergiques. Bien sûr. Voilà. Ils ont une activité antivirale et anti-inflammatoire. Oui. Hein, c'est bien. Les champignons, très riches en antioxydants et même en protéines, donc ça aide à un bon rétablissement. Très bien. Les oranges, melons, kiwis, brocolis. C'est de très bonnes sources de vitamine C. De toute façon, on a le choix. Hein. C'est une période dans laquelle on a le choix. Voilà. Alors, ces produits... Pardon? Alors, faut-il éliminer un repas? Ou garder on va dire les trois repas, chronologie la même chronologie. Moi, ce que je conseille, c'est de garder la même chronologie parce qu'on est quand même en convalescence, disons. Très bien. Donc, il faut rester dans ces 3 repas par jour avec la collation, sauf que le contenu des repas doit être adapté à la situation dans laquelle on est. Très bien, monsieur docteur. Ce fut un plaisir que d'avoir ces précisions. Et j'espère que vous, chers amis téléspectateurs, vous avez pas mal noté, mis des notes sur vos feuilles parce que ce sont des conseils très judicieux donnés par notre médecin nutritionniste, docteur Djamel Bouklia Hassan. Alors, sans plus tarder, on vous propose le sujet réalisé par notre journaliste de l'information, notre consoeur Camélia Hammoum, et lecture Selim Skandar sur un portrait de photographe et on se retrouve juste après. Aux commandes de cet appareil photo, un jeune artiste très talentueux qui passe ses journées à se balader dans les rues de Mostaganem en immortalisant des instants inédits. ما كانش كاين لي فوطو بزاف تاع الصغالين قلت انا نفت كاميرتي نقول انني غير قاعد نهود البلاد ما نبغيش نهود البلاد نهود ندير هكا تصاوير. كاين اللي راهم برا كاين اللي راهم في الخارج كاين اللي متوحشين بلادهم كاين اللي يحوسوا يشوفوا بلادهم كارطيهم كاين اللي في الفوطو هذيك كي نصور شارع ولا بالك يكون باباهم ثم يشوفوه يكونوا متوحشين. وهذه هي اللي الناس خلاتني زعما خلات الناس يتبعوا هذا التصوير هذا. Les retours qu'il a eus en commentaire sur ses pages officielles le motivent à persévérer davantage sur son art. Ces photos ont très vite séduit les internautes sur les réseaux sociaux. jeune artiste عنده روحه ويعاون القلالين
وكما قال لك من القلب تاعها حنين. كاع ننتشروا لي فوتو تاعهم وين تروح لي فيسبوك، نهضروا على فيسبوك، وين ما تلقى لي باج تلقى لا فوتو تاعو، لا فوتو تاعو تلقاه. تما السيد يخدم خدمه فري شابه ونتمنى له كاع النجاح. مواقع التواصل الاجتماعي شغل كي تكوني تخدمي في حاجه مليحه حاجه شابه يتواصلوا معك يتبعوك، وكل واحد وزعما كل واحد وين يروح. كاين اللي هوايه تاع كاين اللي يحوس الحلم تاعه باش يولي فوتوغراف. وشحال من واحد وصلتني رساله بزاف، رضوان نحوس نولي كيما انت، رضوان انت القدوه تاعي. Armé de son sourire et son appareil photo, Redouane continue à capter des instants en espérant qu'un jour, ces images soient mondialement reconnues. Merci à ma consoeur Camélia Hamoum de l'information et merci aux journalistes de l'information qui nous dotent à chaque fois de sujets très intéressants tels que le jeune photographe et bien sûr on rappelle aussi que Coral Peinture est notre sponsor officiel. Et bien sans plus tarder, j'ai avec moi aujourd'hui aussi Manel. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Merci beaucoup, alhamdoulilah. Merci. Finalement tu n'arrêtes pas de nous ramener que de bons invités. Des pépites. Exactement, des pépites. Alors, vas-y. Alors, bonjour nos chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une jeune et une talentueuse artiste plasticienne, Samira Mouet, tout droit venue de Mostaganem. Marhaba bik. Bonjour. Merci, bonjour. Merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé, le plaisir est partagé. Alors, Samira, vous avez une belle carrière artistique entre expositions, les galeries d'art et différentes créations. Comment cela a commencé? Alors tout d'abord, ça a commencé quand j'étais toute petite. Bon, j'avais 4 ans, je ne me souviens pas exactement, mais c'est mes parents qui me racontent. Mais j'ai quelques bribes comme ça des souvenirs. Mon père organisait à l'université de Mostaganem des expositions, des festivals musicaux. Donc entre ces expositions artistiques, j'étais déjà baignée dans ce domaine, dans ce monde et cette atmosphère artistique. Donc ça m'a beaucoup inspirée et influencée. Et depuis, je fais beaucoup de la peinture. Donc et je fais que ça. Oui, ça depuis l'âge de 4 ans. Depuis l'âge de 4 ans. Vous étiez très jeune. Vous étiez une prématurée là. Exactement. Une artiste prématurée. Exactement. Masha'Allah. Et le 8 mars, d'après ce que vous m'avez dit, est une date très symbolique à vos yeux, une date très importante. Oui, parlez-nous. Exactement. Alors le 8 mars, mondialement, c'est connu que c'est la journée internationale des femmes, des droits des femmes. Et moi, quand j'ai commencé à faire des expositions, on m'a contacté le 8 mars 2018. Donc c'est le MAMO d'Oran, le musée d'art moderne, qui m'a contacté pour participer à la première exposition. Voilà, collective féminine. Donc j'étais un peu stressée. C'était un 8 mars. Oui, absolument. Donc c'était un 8 mars. Donc c'était vraiment symbolique. Non seulement ça nous touche nous en tant que femmes. Et voilà, donc ça a été un 8 mars. Et comme par hasard, l'année dernière, j'ai aussi participé, j'ai plutôt exposé en solo. Et ça aussi, c'était une première. Et donc, c'est tombé aussi un 8 mars. J'ai fait mon exposition j'ai fait mon exposition à Mostaganem, à la Maison de la Culture. Vous avez de la chance parce que c'était juste avant le confinement. C'était tout juste avant le confinement. Tout juste avant le confinement, un certain 8 mars. Oui. Eh bien, vous ne cessez de créer toujours davantage. Et en ce moment, vous préparez 2 nouvelles expositions d'art. Nous allons voir les photos à présent de vos nouvelles expositions. Très bien. Alors, Choukri, notre script, est-ce que c'est prêt? Très bien. Alors, arrêt sur image ou alors on continue à voir? Très bien. Une très belle exposition d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette exposition? On y trouve justement, on a remarqué qu'on y trouve à chaque fois, on va dire, une lueur de... féminine. Exactement, féminine. Et une nuance, justement, une ombre féminine sur chaque tableau. Eh bien, justement, c'est des ombres. C'est la collection Ombre sur soi, Ombre de soi. Et il y a aussi une deuxième collection qui s'intitule Les Demoiselles d'or. Donc, toutes les deux mettent en devant la femme et à l'honneur. Alors pourquoi vous avez choisi justement, pardon Manel, pourquoi vous avez choisi justement la thématique de la femme? Est-ce que c'est parce que c'est le mois de mars, ça coïncide avec la journée internationale des droits de la femme? Ou alors vous, en tant qu'artiste, vous vous sentez féminine, très féminine, vous sentez, on va dire, vous êtes là
pour défendre, on va dire, les femmes algériennes beaucoup plus, puisqu'on est en Algérie. Donc, on va dire, vous exprimez ce combat, voilà, à travers vos tableaux. Oui, absolument. Alors, ça n'a rien à voir avec le 8 mars. J'ai tout dit là. Oui, vous avez tout dit. Vous avez tout compris en fait. C'est inné en fait. L'influence, ce qui m'a poussée à le faire, c'est justement parce que je suis une femme et donc je dois m'exprimer en tant que femme. Je n'ai pas le choix. Et donc, comme je suis artiste plasticienne, c'est la seule façon pour moi de exprimer mes émotions, mes sentiments. Voilà. D'ailleurs, on a devant nous quelques réalisations, quelques tableaux que vous avez faits. D'ailleurs, je ne sais pas. Voilà, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce tableau? Alors, ce tableau, c'est un des triptyques, c'est une des pièces du triptyque de la collection Ombre de soie. Triptyque. Triptyque, ça veut dire trois tableaux en un seul. C'est un seul tableau représenté par trois pièces différentes qui peuvent être accrochées au mur différemment selon le positionnement, selon le besoin et les désirs du client. Très bien, voilà. Et j'ai choisi de travailler sur des panneaux parce que généralement on travaille sur des toiles. La plupart des artistes travaillent sur des toiles. Oui. Et moi j'ai travaillé sur des panneaux en 3D qui sont à la base conçus pour l'accrochage mural. C'est un choix audacieux. Oui. C'est les formes en fait qui m'ont plu. C'est ces formes 3D. Pour moi, ça représente un peu la société dans laquelle on vit. Donc, et ombre de soie, pourquoi j'ai choisi le mot ombre de soie? Parce que c'est les ombres des tableaux, les ombres des formes qui sont dans le tableau. Ombre de soie. Et les ombres de soie. De la femme algérienne. Voilà, c'est la femme algérienne qui fond un peu dans le décor. Qui est à l'honneur. Voilà. Qui est à l'honneur dans tous vos tableaux. Hein. On voit la femme partout, dans chacun de vos tableaux. Là-bas, là, c'est partout. Merci. D'où est-ce que vous puisez autant d'inspiration? Parce que là, vous êtes très créative. Oui, parfois l'inspiration on l'a, parfois on ne l'a pas. Oui. Mais en tant qu'artiste autodidacte, parce que je n'ai pas fait les beaux-arts, j'ai eu un master en anglais, donc j'ai carrément changé de... Oui, j'ai fait un master en anglais et j'ai toujours... J'aurais mis ma main à couper que vous aviez fait les beaux-arts. Les beaux-arts. Moi, dans ma tête, c'est que vous êtes passé par les... Elle a un talent inné. Oui, effectivement. Oui, du moment qu'elle a commencé à 4 ans. C'est compréhensible. J'ai commencé à 4 ans. Et je ne savais pas, en grandissant, je ne savais pas que j'allais retourner vers les arts. Voilà. Vous avez terminé vos études et vous êtes revenu au domaine artistique. Je suis revenue. En fait, je le faisais en parallèle. D'accord. Je faisais mes études et même pendant mes études en anglais, je dessinais, je gribouillais et les professeurs, ils n'aimaient pas. même la copie de l'examen, je dessinais. Pendant l'examen avec la création. Je pouvais pas ne pas dessiner quelque chose. Ça a toujours été ancré en vous. Oui, dès votre jeune âge. Exactement. Mais qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous inspire dans ce monde? Alors, si je dis que c'est la nature, c'est la vie qui m'inspire, ça serait un peu vague. Oui. Mais en grandissant, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est des artistes comme Pablo Picasso. Donc, vous pouvez peut-être le voir dans mes précédentes collections. J'ai des dessins qui sont un peu... C'est des portraits, voilà, des portraits à la Picasso en fait. Voilà, c'est du cubisme. Et comme vous pouvez voir sur les tableaux, c'est des portraits linéaires. Donc, ce n'est pas des portraits réalistes, mais c'est plutôt des portraits linéaires. C'est-à-dire c'est des lignes... C'est ce qu'on voit d'ailleurs. Vous projetez vers l'abstrait. Voilà, l'abstrait. En même temps, dans la décoration intérieure, on dit que c'est du minimalisme. D'accord. Exactement. Voilà, c'est très fin, c'est subtil. Ça laisse juste au public, aux artistes affirmés, de se projeter ou de voir que c'est vraiment un visage. Sans passer par le visage, le portrait qui est déjà réaliste. Vous venez de parler de décoration d'intérieur. Vous vous intéressez à ce domaine? Absolument, je ne pouvais pas m'en empêcher. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'une femme qui ne s'intéresse pas à la décoration d'intérieur? Et au shopping aussi. Et au shopping, voilà, oui, ça c'est vrai. Donc oui, la décoration intérieure aussi, j'ai été toujours intéressée par la déco et le design intérieur. Mais étant petite, je ne savais pas que ça avait un nom ou que c'était un domaine. C'était une passion. Voilà, c'était juste une passion. Et je jouais, peut-être vous connaissez le jeu Les Sims. Les Sims, c'est un jeu de simulation, donc c'est une simulation de vie. Et en même temps, c'est de la création donc dans le bâtiment, architecture. Et comme c'est un jeu, c'est très limité. Oui. Et donc moi, j'ai commencé à jouer. J'étais devenue addict au jeu. Et je faisais abstraction du côté vie.
J'étais juste ancrée dans le virtuel, dans l'architectural, et j'ai commencé à voir qu'il manquait des choses, il manquait des détails. Donc je devais avoir un logiciel de perfectionnement. Et c'est là où tout a commencé. Et c'est là où j'ai quitté le jeu et j'ai fait une formation en décoration intérieure. C'est une très belle histoire. Oui, et une formation en logiciel 3D, 3ds Max, SketchUp. Et vous avez laissé tomber le côté anglais là? Oui. Ah ça y est, c'est bon. Oui, une reconversion totale. Une reconversion professionnelle. C'était un déclic en fait. C'était vraiment un déclic. Je savais que je voulais faire les arts, je voulais être dans la décoration intérieure et j'ai plein de projets dans la décoration, notamment le design industriel, créer pourquoi pas ma propre marque de meubles. On a on a des bouts de femmes. Hein. On a des bouts de femmes. Hein. Alors on est vraiment motivés à le faire. Très bien. Inch'Allah. Et ça vous prend combien de temps pour faire, on va dire, un tableau? Parce que là, je vois que du moment que vous nous aviez dit que c'était 3 tableaux en un seul. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette nouvelle technique qu'on découvre avec vous d'ailleurs? La technique, elle n'est pas nouvelle. Oui. On peut faire des triptyques, des diptyques, des quadruptyques. On peut les coller, les faire séparément. Très bien. Moi, c'est vraiment inné. Ça vient comme ça, c'est spontané. C'est de l'inspiration. C'est de l'inspiration. Et ça vous prend combien de temps pour finir une œuvre? Ça dépend des œuvres. Alors, si c'est du figuratif, du semi-figuratif, il va y avoir plus de détails. Si c'est de la peinture de la nature morte, ça va prendre 1 semaine, 2 semaines. Parfois, le tableau, il est presque fini. Parfois, il n'est pas fini. Il faut qu'on sorte et qu'on prenne de l'air, voilà, qu'on s'inspire encore plus. Et peut-être qu'on y revient après et on est sûr qu'il est déjà fini, donc on signe. Des projets? Des futurs projets. Projet dans la décoration intérieure, Inch'Allah. Une future exposition, une prochaine exposition sur Alger. Très bien. Ça va être sur quelle date? La date n'est pas encore fixée. Ah, très prochainement. Tenez-nous au courant. Ah oui. Je vais poster sur ma page Facebook. Ah bah oui, bah oui. Inch'Allah, oui. Eh bien, Samira, vous avez plus d'une corde à votre arc, à l'instar d'une personne très chère à votre cœur, votre papa, qui est journaliste, agronome et même acteur de cinéma. Et j'aimerais vous dire quel rôle il a joué dans votre carrière artistique. Alors d'abord, je lui passe le bonjour, parce que je suis obligée. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour, la caméra. Bonjour papa. Et mon père, il a toujours été là pour moi. Ça a été un soutien moral en tant que femme algérienne. C'est-à-dire que je suis fière d'avoir un père comme ça. Voilà, je suis très fière d'avoir une maman aussi comme ça. Donc mes parents, ils ont toujours été là pour moi, financièrement, moralement, dans tout ce que je fais. Ils m'ont toujours encouragée. Et si on veut parler du cadre artistique, ils ont toujours été là pour moi, vraiment. Ils m'ont poussée à... Ils m'ont dit, crois en tes rêves et vas-y. Voilà, vas-y, fais ce que tu veux. Voilà, fais ce que tu veux dans ta vie. C'est une belle histoire. Oui. Très belle histoire Dans et bonne continuation. Merci beaucoup. Les portes de Bonjour d'Algérie et de la station d'Oran sont grandes. Elle vient de Mostaganem. Bon, Mostaganem, c'est à 45 minutes. Bon, je suis née à Oran. Voilà, je suis oranaise. Retour aux sources. Donc ça va, elle retourne toujours aux sources. Exactement. Merci Manel, ce fut un plaisir. Avec grand plaisir. Très bien. Alors sans plus tarder, eh bien, je vous embarque avec moi dans une balade au barrage de Chorfa et sujet signé Selim Skandar. اليوم غادي يكون عندنا اكتشاف لمكان جديد اللي هو سد الشرفة الواقع بين سيق وولاية معسكر. ان شاء الله كما يقول لك هذه لاسورتي غادي تكون معلومة جديدة لكم. انا دائما نكون الاول وبلا اللي يكون ثاني. سيفو في الوسط اللي راه باغي يخف راه معايا اللي راه باغي يتقل والعكس. Décompresser et oublier le stress de la vie quotidienne le temps d'une évasion pédestre au milieu de la nature. C'est l'idée qui fait florès en ce moment. Printemps et beau temps aidant, au programme cette fois, le groupe de jeunes ont choisi le barrage de Chorfa à Sig pour une marche de 10 km. C'est un échappatoire pour nous.
la semaine, la pression, tout avec le stress. كاع يروح من نجي حنا نتقلقوا تجي le week-end, le vendredi et tout pour voir parce que on est devenu une famille. هادو c'est pas des participants. On les voit presque toutes les semaines. نفوتوا معاهم نهار الشباب هذاك en déstress ونعاودوا نبداو une nouvelle semaine avec une bonne humeur, avec de l'énergie et tout, une force pour nous. Une activité qui semble banale et très facile. Pourtant, c'est un vrai sport qui exige une bonne condition physique, une vraie lutte contre la sédentarité du quotidien assise au bureau. La première fois que j'ai joué le groupe, ما كنتش نعرف على الروندوني زعما ما كنتش ما عنديش aucune idée عليها. La première fois خرجت معاهم نا جو بونس رحنا كافي قالو عجبتني فيها شغل منها سبور منها واحد يدفو ليك شغل اللي يريح مورالمون يريح كل شيء. الله يبارك انا كنت لي روندوني كاع ما كنتش نخرجهم وما كنتش نعرفهم سبا مشيت مع اخ سيفو وشيماء بلال جمال الله يبارك عجبوني وليت نخرج معاهم سوفون لقيتها ميو كو واحد يفواياجي لوروب ان بو تشونجمون شفنا البلاد شفنا كيما قال لك لا فيردور ميو كو بلايص واحد اخرين والحمد لله زعما بارك الله فيهم سان كيما جروب ما شاء الله وما عندي ما نزيد فيهم زعما ما نقولكش 10 sur 10 20 sur 10. Après des heures de marche, c'est le repos des braves. L'aventure se termine au milieu de la forêt, au pied d'un arbre, avec des animations et un pique-nique bien mérité. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Eh bien, le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par Coral Peinture. Et bien maintenant, on va parler d'une épice. Alors, cette épice est la plus chère au monde. C'est le safran. Eh bien, on va en parler sur cette épice qu'on utilise tous dans notre quotidien, dans nos plats, dans nos bons plats, justement, quand on cuisine. Et on est à l'approche du mois de Ramadan, justement, avec Madame Allou Rahou. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Association des femmes rurales. Marhaba. Chakran, merci pour m'avoir donné cette opportunité pour parler du safran et de mes femmes rurales. Très bien. Alors, vous n'êtes pas seule puisque vous partagez le plateau avec une jeune créatrice de mode. Alors, c'est Madame Mansouri Soumia. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci d'avoir accepté la nôtre, d'ailleurs. Merci à vous. Très bien. Alors, on commence par le safran. D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de cette épice dont l'usage remonte à 3500 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, oui. Je vais vous parler de ce safran d'une manière générale. Le safran a été cultivé ici en Algérie il y a à peine 12 ans par le pionnier M. Louis Biya Abdallah qui a créé sa première safranière. Et de là, 28 wilayas, ils se sont mis à planter, à cultiver ce safran. D'ailleurs, vous-même, vous le Voilà, le même cultivez. moi, je le cultive, oui. C'est une épice, comme on dit, la plus chère au monde. Si c'est la plus chère au monde, on lui donne le surnom de l'or rouge. Parce que non seulement elle est très chère, mais aussi elle a des effets, des bienfaits pour la santé. C'est un antiride du cerveau. Il stimule le cerveau, c'est pour les maladies les dépressions. On parle bien du vrai. Ouais, hein. Oui, du vrai, hein, bien sûr. Ça, c'est déjà pour ramasser Ça, c'est le Crocus savitus, en latin. D'accord. C'est pas le cartam, c'est un faux safran. C'est ça, le vrai safran. D'accord. Alors, voilà. Il est comme des cheveux d'ange. Voilà.
Et il a quand même une odeur. Très forte. Oui, très il a un forte. odorat. Oui. La couleur, c'est toujours la même, mais de pays en pays, il diffère l'odorat. Et pourquoi? Ça dépend comment on le cultive. En Algérie, on ne met pas d'intrants. Ah d'accord, très bien. Et il y aurait plusieurs maladies. La cocochine, le médicament qu'on emploie maintenant pour les maladies du Covid, d'après les études canadiennes, c'est fait à base de pistil, le safran. Très bien. Oui. Alors, vous êtes venu justement, pas uniquement pour nous parler on va dire, du safran, et juste que vous êtes en train de préparer le premier salon du safran, à Oran. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de ce salon. Nous avons l'association algérienne des producteurs de safran et moi, en tant que membre de cette association, et moi, en tant qu'association de la promotion de la femme rurale main dans la main, on a créé, on a invité pour le 1er, le 2 avril et le 3 avril tout le public, et surtout, on voudrait que les hôteliers et les restaurateurs viennent déguster notre safran, et puis en plus ça, de voir la qualité de safran, parce qu'on a un problème de commercialisation. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas notre produit. Quand on leur dit qu'on a du safran en Algérie, ils disent que non, rien qu'au Maroc. Et c'est ça que... Alors que non. Alors que non, nous avons du safran dans 28 wilayas. Vous les avez mis dans des capsules? Oui. Ah d'accord. En angélule pour faire des cures, parce qu'on peut faire des cures de safran. On les met dans l'eau comme ça, dans l'eau minérale. Des cures de safran? Pourquoi? Oui, c'est un antidépresseur, un antirhude, c'est pour les maladies d'Alzheimer, pour la prévention, pour les maladies d'Alzheimer. C'est très bon pour ça, et pour les maladies des yeux aussi. Très bien. Voilà. Il faut faire des cures de 1 mois et 2 mois de safran. Très bien. Donc, alors, on revient toujours au salon du safran? Oui, il va se passer à la pépinière Al-Mandaq, j'ai oublié le nom, c'est le Mandaq. C'est au 4e périphérique. Oui. En sortant de la Sénia pour aller vers les. D'ailleurs, on a fait un reportage. Voilà, là, oui, d'accord. Qu'on va voir dans un petit moment. Voilà. Oui, on avait fait. J'étais là-bas présente. C'était à M. Chrif, à la pépinière de M. Chrif. C'est là-bas qu'on va faire les expositions. Et c'est là-bas qu'on entend. Oui. Ça va commencer quand? Le 1er, le 2 et le 3 avril, 3 jours. Très bien. Le 1er, le 2, ce n'est pas... Attendez, j'espère que ce n'est pas un poisson d'avril. Non, c'est pas un poisson d'avril. Très bien, voilà. Très bien. Et tous les safraniers vont venir avec des tenues traditionnelles. Voilà, chacun portera son costume traditionnel de sa région. Ah, très bien. Oui. Eh bien, on sera présents, nous aussi, avec notre caméra. Oui, on vous a apporté les invitations. Ah, ben voilà, très bien. Alors, il y aura combien d'exposants? Il y a 28 wilayas. D'accord. Voilà. De chaque wilaya? Chaque wilaya présentera son safran. Ah, d'accord, donc 28 exposants. Et oui, et Khenchla, c'est eux qui ont le plus de production. Ils arrivent à faire 15 kilos par an, oui. 15 kilos par an, mais ça coûte très cher. Ils ont commencé par tout doucement, maintenant, ils arrivent à faire jusqu'à 15 kilos les safraniers de Khenchla. Et à Oran, on fait combien? À Oran, non. À Oran, on a une petite production parce que le safran, la culture du safran se fait ils aiment l'altitude, ils brillent l'altitude, c'est là qu'ils donnent la bonne production, où ils brillent le mahlo. Et nous, à Oran, on est le littoral, on n'a pas l'altitude. Donc on fait de la production, on ne fait pas de la production, c'est-à-dire on fait ça rien qu'à titre expérimental, on fait de petites quantités. D'accord, mais du côté de Messelguine, quand même, je pense que... Oui, mais moi je suis à Messelguine, même voisin. Mais de la production qui m'a fait l'altitude. L'eau est douce. Parce que lui, il aime la chaleur en été et le froid en hiver. Eh oui, c'est vrai. Maintenant, il est en dormance. Et au mois d'août, c'est là qu'il commence à fleurir. Il fleurit rien que du 1er mois de novembre, c'est tout. Ah, maintenant, il est en dormance. Maintenant, c'est les bulbes qui se... Et on lance un appel à tous les jeunes qui veulent se lancer pour créer une safranière, de venir au salon
pour faire leur commande pour les bulbes de safran s'ils veulent. Très bien. Eh bien déjà, on les invite à visiter justement le salon et à assister à ces 3 jours, le 1er, le 2 et le 3 avril déjà, pour qu'ils découvrent un petit peu ce nouveau monde pour nous qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, il est un petit peu méconnu. Donc, ils vont faire un petit peu connaissance avec ce nouveau... C'est safranier, oui. Exactement, domaine. Et après, peut-être qu'ils vont décider de On peut se les lancer accompagner dans dans leur projet, pour la culture, pour la plantation, on peut les guider, s'il y a des jeunes qui veulent créer. Avec l'aide justement de la direction de l'agriculture, pourquoi pas oui, justement ce que je voulais vous dire, c'est on est partenaire avec la direction des services agricoles et de la chambre agricole pour ce salon. Ils vont venir nous accompagner, ils sont là. Voilà. On y trouve tous les acteurs justement du domaine. Il y a plusieurs acteurs, oui. Très bien. Alors, on passe à la mode. Alors, vous êtes vraiment intéressé au safran, vous? Oui, on a déjà discuté. On a déjà discuté. Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Alors, vous êtes créatrice de mode. Exactement. Depuis quand? Depuis 2018, j'ai commencé. Voilà. Donc, je suis créatrice de mode et fondatrice de la marque Casual Classique, qui est une marque de vêtements prêt-à-porter. 100% algérienne. Justement, oui. Voilà. D'accord. Alors, bien sûr, vous êtes dans le prêt-à-porter. Vous avez choisi le prêt-à-porter au moment où toutes les femmes, pratiquement, elles ont une tendance vers tout ce qui est habits traditionnels. Oui. Alors, pourquoi avoir fait ce choix? Déjà que je suis très passionnée par ce domaine-là, que ce soit traditionnel ou prêt-à-porter, mais je suis plus attirée vers le prêt-à-porter. Voilà. Donc déjà en Algérie, il y a beaucoup de personnes qui font du traditionnel et c'est connu ici. Donc je voulais faire quelque chose de nouveau. De différent. De différent, oui. Et voilà. D'où l'idée est venue. De créer une marque et de partager avec les gens ce que je fais. Alors, quelle a été votre formation de base déjà? Je suis autodidacte. Autodidacte. Ah oui, j'ai commencé à apprendre toute seule. J'ai acheté des livres, j'ai appris sur Internet, sur YouTube. Vous n'avez pas suivi des cours, non? Non, j'ai appris toute seule. Quand même pour faire les patrons et tout, parce que c'est difficile. Oui, c'est vrai que c'est difficile pour le début, mais une fois on apprend, genre c'est bon, on devient, on a l'expérience et voilà. Ah d'accord, très bien. Donc, est-ce qu'on peut voir les photos de la collection de Madame Mansouri Soumia? D'accord, très bien. Merci, Chokri, notre script. Voilà. Alors, arrêt sur image, s'il vous plaît, pour qu'on puisse un petit peu parler de chaque modèle. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter sur ces modèles? Oui, alors c'est une chemise en couleur pastel. Voilà, c'est du vert? Oui, c'est du vert pastel. C'était... Attends, on revient à la photo, s'il vous plaît. Merci. On revient. Très bien. S'il vous plaît, voilà. Donc, on revient à la photo. Donc, c'est un chemisier en vert pastel. Je l'ai créé la collection d'hiver, même si c'est une couleur d'été, mais je voulais ajouter à la collection d'hiver une certaine fraîcheur. Donc, on peut porter des couleurs claires et tout. Pendant l'été. C'est la tendance cette année, d'ailleurs. Oui, exactement. Très bien. Oui. Alors, la deuxième photo, s'il vous plaît. Très bien. Voilà. Alors, arrêt sur image. Très bien. Voilà, c'est une robe pull avec une ceinture en cuir et un trench coat, une veste en dessous. Oui. La robe pull, c'est une robe vraiment classique. Et qui est très à la mode cette année, qui est revenue en force cette année. Exactement. Et j'ai ajouté une ceinture en véritable cuir. J'ai collaboré avec une autre fille algérienne, créatrice aussi. Elle fait de la maroquinerie. Donc, je pense qu'on l'a reçue ici même, sur ce même plateau. C'est Shahines Hajjaj, je ne sais pas si... Effectivement, oui. Elle est passée avec nous au Bonjour d'Algérie. D'accord, la troisième photo, s'il vous plaît. Voilà, arrêt sur image. C'est des trenches. Ils sont très à la mode et c'est un modèle qui ne se démode jamais. Justement, chaque année, on trouve le même modèle. On fait des petites modifications selon notre inspiration. Effectivement. Voilà. D'ailleurs, et qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce que vous avez ramené, on va dire, de nouveau dans ces tranches?
C'est la doublure qui était un truc de plus. J'ai fait une doublure imprimée. Très bien, d'accord. Le revers. Oui, le revers. Le revers. Alors, s'il vous plaît, la photo. Voilà. Alors, vous n'êtes pas uniquement dans le prêt-à-porter féminin, mais vous êtes aussi dans le masculin. C'était le premier essai. Vous avez bien réussi votre coup. Hein? Oui. Très bien. C'était un essai, donc c'est une veste en velours. C'est une veste aussi classique qu'on trouve tout le temps, mais je l'ai revisitée. Elle est oversize. Les épaules tombent sous les épaules. Sous les épaules, exactement. Parce que cette année, c'est l'oversize, c'est tout ce qui est très large. Très large, effectivement. Voilà. Elle est féminine et masculine. Et masculine en même temps. Très bien. Alors, une autre photo. Voilà. Arrêt sur image, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est le manteau noir. Il est oversize aussi. C'est un indispensable qu'on doit effectivement, avec un très beau chapeau d'ailleurs. Oui, merci. Très bien. Donc, alors, il y a une autre photo. Hein? Alors, je ne sais pas s'il y a une autre photo. Pas de souci. C'est la même. C'est la robe. C'est la robe. C'est la robe, oui. Exactement. Est-ce qu'il y a une autre photo? Je ne pense pas. Alors voilà, donc, et comment se fait le choix justement? Ben voilà. Voilà, c'est la même veste. C'est la même veste portée par une fille. Oui. Très bien. Oui. Alors, est-ce qu'on peut voir une autre photo, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible? Voilà. Voilà, c'est un pull. Oui. Un pull col roulé qui est indispensable aussi. Il a un effet métallisé, ce qui diffère des autres pulls noirs tout simples. Effectivement. Voilà. On peut le porter en après-midi ou même, s'il est plus habillé que... Ah d'accord, c'est beaucoup plus pour les sorties. Voilà. D'accord, des après-midi, on va dire des soirées, pourquoi pas. Porter avec une petite veste et hop, le tour est joué. Exactement. On n'est pas obligé de dépenser notre argent sur des tenues qui nous coûtent les yeux de la tête aussi. Oui. Donc vous avez un petit peu combiné le masculin avec le féminin. Oui. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne idée et qu'on ne trouve pas beaucoup d'ailleurs chez nous en Algérie. Oui. Comment vous avez fait ça? Comment vous avez eu cette ingénieuse idée? Donc c'était... je voulais vraiment le faire parce que je ne voulais pas rester juste me préciser que le prêt-à-porter féminin. Je voulais élargir encore plus pour toucher plus de personnes. Et pourquoi pas aussi des vêtements pour enfants et pour tous les tranches d'âge. Des trucs féminins et masculins. D'ailleurs, vous êtes en train de préparer, on va dire, une nouvelle collection, la collection printemps-été. Donc, quelle est la couleur qui règne cette année dans le prêt-à-porter? C'est pas une couleur précise, mais il va y avoir des imprimés. Voilà, d'accord. Oui, c'est l'imprimé. L'imprimé. Oui. Le fleuri ou l'imprimé? L'imprimé. Ah d'accord, très bien, parce qu'il y a une différence entre le fleuri. Il y a des personnes qui ne différencient pas entre l'imprimé et le fleuri. Donc c'est pour ça que je tenais à préciser que c'est l'imprimé et non pas le fleuri. Exact. Très bien, donc on verra cette nouvelle collection sortir quand? Très bientôt, je n'ai pas encore précisé la date. Parce que je suis en cours de préparation et tout. J'espère qu'on aura l'exclusivité. Bien sûr. Très bien, avec des mannequins qui défileront ici. Oui, pourquoi pas. Eh ben voilà, on sera vraiment content. Oui. Très bien. Alors, Madame Allou, je reviens vers vous. Une toute dernière précision. Que votre salon du safran, ça va être le 1er, le 2 et le 3 à la pépinière El Manbar. Je crois c'est au 4e boulevard périphérique, donc en collaboration avec la DSA d'Oran et la Chambre agricole d'Oran. Très bien, donc rendez-vous pris. Et bien sans plus tarder, on ira faire un petit tour sur la pépinière justement de Le Manbar, exactement de Monsieur Chérif. Donc, il nous a offert l'espace et on est très reconnaissant parce que là on choisissait un bel endroit. Très bien. Et bon courage pour ce salon. Merci. Alors, sujet signé Salim Skandar et on se retrouve juste après. Ô terre, ville monceau debout, où germent d'épineuses fleurs, rendant grâce à Dieu qui secoue sur ton sein ses fraîches couleurs.
Une vraie source d'inspiration pour les poètes à l'instar de Lamartine, les fleurs sont aussi un enchantement pour l'œil et une thérapie pour les âmes. C'est une pépinière qui a été créée en novembre 2018, c'est récent. C'est une pépinière spécialisée dans l'horticulture ornementale. On fait la production de plantes ornementales, l'élevage, la vente et notre activité principale c'est l'aménagement des espaces verts en tant que paysage de formation avec un collègue ici. Voilà, nous avons une équipe d'une vingtaine d'ouvriers, des jardiniers qualifiés, des ingénistes. Ce beau tableau que vous contemplez n'est pas seulement le fruit de la nature, mais le résultat d'un travail laborieux par les jardiniers et surtout un entretien très assidu. ندخل الصباح ندخل لاسير نشوف اسكو زعما لي بلونط كاين اللي تكون ناشفه كاين اللي تكون الاخريه ولا نروزيها واللي يكونوا هكا فيهم لي فاي محروقين ولا نقلعهم. وهذه ديريها كل يوم؟ واه كل يوم. لا لا غوزاج ماشي كل يوم باسكو كاين لا بلونط اللي ما تستحقش باش كل يوم نغوزوها. كاين اللي دو فوا بار سيمين كاين اللي ان فوا بار سيمين كل وحده وكتغوزها. نحب نديفيزي، نحب نفوتيري، نحب نخدم الزريعه، نحب نخدم حوايج هادو دخلوا لي في راسي هكا. لو كان مام في الليل هكا نبقى نخمم على واش راح ندير الغدوه ان شاء الله. البروغرام تاع البروغرام تاع يعني المورال جيماجين كو تكون مع اكيد فيها راحه كبيره وهذا السر. حتى الجماعه اللي جمعتنا له كامل جمعنا حب المجال هذا، يعني نحبوا تراب، نعشقوا لي بلونت، على هذيك اللي الانسان يلقى راحته في وسط خوته. ما قريت ما والو، جاتني هوايه هكا هذه هي. Outre la production et la commercialisation des fleurs, cette pépinière est aussi un coin de détente où quelques clients s'attardent au milieu des fleurs et des bonnes odeurs. C'est vraiment génial. C'est la vue, les odeurs, tout y est. Voilà. Tout y est. C'est brahta. C'est brahta quand vous êtes là au milieu des fleurs, au milieu des arbres, au milieu de la nature. Les espaces verts, ça nous manque à Oran, monsieur. Mais les espaces verts où on peut pour aller faire se reposer ou bien. Et là, en pépinière, on est tranquille, on est très très bien. Mon mari d'ailleurs il est là. من ما يجمش avec le Covid نخرجه parce qu'il est très fatigué, très malade. ما نجمش نديه للجاردان ولا برا dans un espace très هكا نجيبه هنايا comme espace aéré. Il faut la matinée, des fois même l'après-midi on ندخلوا للدار. Voilà. Ô poète, quand vous auriez les roses soufflées, rouges sur tige de laurier et de 1000 octaves enflées. Sujet signé Salim Skandar, eh bien, il nous a ramené de très belles images de fleurs. Et bien sûr, les fleurs sont le symbole du printemps et on est en plein printemps. Eh bien, sans plus tarder, la troupe El Mouja, je l'avais annoncé tout au début, est parmi nous et qui nous vient tout juste de la belle ville de Témouchent, et bien représentée par le fondateur et le créateur du groupe, de la troupe El Mouja. Alors Zarhouni et Youssef, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci. Eh bien, vous êtes accompagné de Abdellah Berhaïl. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, bien. Alhamdulillah. Et bien sûr, Ma'rouf Reda. Marhaba bikoum. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci aussi d'avoir fait quand même la route de Témouchent à Oran. Je sais que c'est pas très loin. C'est pas très loin. D'accord. Alors, la troupe El Mouja, qui est née quand? Donc, nous sommes un groupe de musique venant de la wilaya de Ain Témouchent. Ce groupe a été créé il y a 3 ans. D'accord. Fondé par moi-même en compagnie de mes amis Ilyes et Reda. Très bien. Donc, nous avons pu faire quelques scènes dans différents établissements
étatiques, publiques. Non, attendez, là, vous brûlez vraiment les étapes. D'accord, on va y aller doucement donc. Vous l'avez créé comment? Est-ce que vous avez fait de la musique? Est-ce que vous avez... Comment vous avez réfléchi? Comment vous avez... entrepris justement les devants pour créer cette troupe? Moi et Reda, on faisait déjà partie d'un autre groupe. Donc, ça a été créé dans l'esprit de la continuité de ce groupe. Ah, d'accord. Avec Ilyes, on fréquentait le même établissement qui est la Maison de la Culture de Ain Timouschent. On se connaît déjà depuis plus de 10 ans. Donc, on faisait de la musique كل واحد من جهته. وجا الوقت اللي وين on a pu créer ce groupe الموجة. Alors, quel est le style musical de la troupe الموجة? Il y a plusieurs styles. On joue un peu blues. C'est le début qu'on a jazz, blues. Après, on a développé le style algérien. C'est gnaoui, un peu de pur raï. C'est Hasni, Khaled. Ah, donc vous faites des reprises? Des reprises, c'est le début. Et après, on a fait des propres... Donc vous êtes musicien, vous? Oui. Et chanteur en même temps? Non. Et interprète? Non, que musicien. Que musicien. C'est Reda. Très bien. Donc vous faites aussi des reprises, on va dire, de Hasni. Oui. Alors j'aimerais bien vous inviter à nous interpréter une belle chanson de Hasni, pourquoi pas? Peut-être pas pour cette fois. Parce pourquoi? Parce qu'on préfère être au complet, parce que les versions de Hasni اللي دايرينهم اللي مازال ما فاتوش genre j'ai une guitare électrique, batterie ou câble. Ah d'accord, ok. Et vous allez interpréter quelle chanson? On va peut-être y aller vers un autre registre, peut-être vous faire une petite reprise des Beatles par exemple. Oula, les Beatles! En attendant, il faut tout les compositions. Eh bien, allez-y les Beatles! Très bien, on y va? De grands noms d'ailleurs de la chanson justement, c'est Paul McCartney, John Lennon. Alors c'est très difficile, hein? Mais vous avez une très belle voix, hein? Merci. Oh là là! Vous m'aviez vraiment scotché là, hein? Vous m'aviez eu, hein? Alors, on parle justement de l'Mouja. Alors, le style musical, on l'a compris que vous êtes... Nous essayons de toucher à plusieurs registres musicaux. Tout dépend de la nature de l'événement, parce qu'on fait beaucoup de galas dans différents établissements. Ah, donc, on s'adapte au public. On essaye d'avoir une perspective. Est-ce que vous afin de pouvoir toucher le maximum de... Voilà. Le maximum de public. Oui. Ben voilà. Alors, est-ce que vous avez pensé à faire des albums? Oui, donc récemment nous avons fait un album de 8 chansons, il est prêt. Nous avons lancé un seul titre. Il n'est pas encore sorti? Nous avons lancé un seul titre via le NTV au mois de novembre 2020. La suite, la date de sortie de l'album n'est pas encore fixée, elle vous sera annoncée, Inch'Allah, via notre page Facebook. Prochainement, Inch'Allah. Très bien. Alors, mais quelles sont les participations les plus importantes que vous ayez fait? Nous avons fait quelques spectacles dans le secteur étatique, parfois dans des hôtels, des galas-dîners, des soirées de fin d'année. Pour les saisons estivales, nous travaillons beaucoup plus, surtout Timouschent, parce que c'est une, on va dire, c'est une destination très prisée. Très fréquentée même, surtout en été. Voilà. Exactement. Et comment se fait le choix justement des répertoires? C'est selon l'audience. Selon la demande? Oui, selon la nature du spectacle lui-même, parce que on fait souvent de la chanson rythmée, un peu de gnaoui, بالقراقب, la batterie ou gars. Mais on peut surtout Hasni, Khaled. Gnaoui. Le gnaoui aussi, c'est très beau, hein. C'est très beau. D'accord. Alors, et quels sont vos projets? Quels sont les projets de l'Mouja? D'abord, il y a cet album. Ensuite, nous avons un projet de réalisation d'un deuxième clip. On va procéder au tournage la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est prévu dans la ville de Benissaf, wilaya de Ain Timouschent, toujours. Une très belle ville d'ailleurs. Vous allez mettre en exergue, on va dire, la beauté des villes algériennes, c'est ça? Une ville côtière. Pourquoi vous avez choisi Benissaf? On a été surtout inspiré par un endroit qu'on va garder
secret pour l'instant. Ah, secret. ماشي دركا حتى عطينا غير شويه وقت. هاي الاكسكلوزيفيتي راحت. هاي الاكسكلوزيفيتي راحت. Donc il s'agit toujours d'une deuxième chanson du même album intitulée Ntia. Ntia. Les paroles de Reda, bien sûr. Oui. D'accord. Et c'est dans un registre un peu ballade, love song. Quel style musical? C'est des ballades. Qui fait la composition? Je la fais moi-même en compagnie de mes amis. Tout le groupe? Oui, tout le groupe. Vous y mettez tous? Vous mettez tous la main à la pâte? Exactement. La première, c'est l'idée. Après la construction, tu as l'idée. Après, vous la développez. Exactement. Nous avons une méthode, pour l'arrangement, les idées, les paroles avec la musique. Des fois, les paroles que nous مخدومين. Après la composition, d'autres chansons, non. Là, il y a la composition et après les paroles. Donc, c'est très bien. Donc, je vous invite à nous interpréter une belle chanson avec laquelle on finira. Oui. Hein, vous êtes quoi? زعما ما نلعبش ولا كيفاش؟ La chanson, là. D'accord, ok. La chanson. Vous chanson تاعنا ولا? Sinon, vous continuez vous reprenez la chanson des Beatles? Je sais pas. Eh ben, c'est comme vous voulez, hein. Puisque j'ai mal à la fin. Très bien. Donc, quant à moi, chers amis téléspectateurs, on vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne journée. On se retrouve le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, hein. Alors, et bon week-end. Au revoir. صباح الخير صباح الخير يا طير صباح الخير يا وجه الخير صباح الخير صباح الخير يا طير صباح الخير يا وجه الخير يا طير ما شاء الله عليك الخير باين فيك لامع في عينيك وش بيك حزين وين صوتك الحنين وينك يا فنان وينك وين صباح الخير صباح الخير يا طير صباح الخير